Bienvenue au premier webinaire de Shalom-Égard. Aujourd'hui, on va parler de comment améliorer les gains matières lors de la fabrication de pâtes pressées. Je suis accompagné de Monsieur Gahuzer qui se présentera juste après. Pour des questions d'organisation, donc on va faire une présentation de 20 à 30 minutes. Et puis tout au long de la discussion, vous pourrez de la présentation, pardon, vous pourrez posez vos questions sur le chat et puis on y répondra en fin de séance. Donc, le déroulement de la présentation, c'est une petite introduction pour nous présenter. Ensuite, on va parler de l'incidence de la préparation du lait et de son transfert sur les gains matières, l'incidence de la forme et de la conception générale des cuves sur les gains matières, l'incidence de la conception des outils de cuve sur les gains matières. Et puis, on résumera tout ça en vous présentant un choix de cuve par type de fromage. Puis une petite conclusion. Donc, Monsieur Gahuzer. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Yves Gahuzer, je suis enseignant en technologie fromagère et laitière à l'ENIL de Poligny. Alors, globalement, à Poligny, c'est à peu près 300 étudiants, dont la moitié par apprentissage dans le domaine alimentaire et surtout laitier. Et donc, si dans le cadre de vos entreprises, vous êtes à la recherche d'apprentis, n'hésitez pas à nous envoyer vos offres d'apprentissage sur le site qui est inscrit sur le document. Donc, je laisse la main à Robin. Donc, moi, c'est Robin Damido, technico-commercial chez Shalom-Égard depuis février 2018. J'ai fait quelques années au service commercial. Je suis arrivé chez Chalon en 2009, au service, automatisme. Je suis arrivé chez Chalon en 2009. Donc, voilà, je suis passé 7 ans au service technique pour ensuite passer au service commercial. Et aujourd'hui, je m'occupe principalement des Savoies et de la Suisse romande. Donc là, pour démarrer, avant de parler des problématiques de cuve, on va s'intéresser à la préparation des laits pour optimiser la partie principale, c'est-à-dire la partie coagulation et décaillage des laits. Donc, premier point qu'il faut prendre en compte, c'est que dans la fabrication d'un fromage, la matière première représente environ 80% du coût de revient du produit. Donc, d'où l'importance de la récupérer au mieux. Et le premier point à en prendre en compte, c'est l'incidence de la composition du lait et du stade de lactation. Donc, et là, depuis quelques temps, d'où le choix entre les laits bio, les laits de pâture, les laits conventionnels. Donc, vous avez deux graphiques. Le premier graphique, votre gauche, représente les évolutions des taux protéiques sur des systèmes d'alimentation essentiellement ensilage, herbe ou maïs. Et on voit deux zones où il y a une forte variabilité des taux. Donc, la zone printemps-été et la zone automnale. Donc, forcément, par conséquent, on aura une variabilité de comportement des laits à la coagulation. Et le deuxième graphique sur votre droite, là, vous avez résumé en fait de ce qui se passe au niveau industriel. Les courbes en vert représentent les variations qu'on peut observer soit sur des laits à courbe verte pleine, des laits pâture froid, et la courbe verte pointillée sur des laits plutôt d'alimentation ensilage. Et vous voyez qu'au niveau industriel, on va utiliser deux techniques pour optimiser le taux protéique et surtout optimiser les paramètres de coagulation, donc optimiser le décaillage et limiter les pertes. Donc, c'est la standardisation des laits et l'enrichissement des laits en protéines. Et puis, malgré toutes ces adaptations, on peut observer malgré tout une variabilité qualitative des laits au niveau des matières azotées solubles et au niveau des matières azotées non protéiques. Donc, autre problématique des laits et qui peut avoir une incidence sur les pertes ou les gains matières, c'est l'incidence des laits refroidis et des laits reportés. Donc là, de façon très schématique, le report des laits, la réfrigération des laits, a pour objectif de réduire le développement des micro-organismes. La conséquence est qu'on modifie la physicochimie des laits, donc plus de caséine soluble, plus également modification des équilibres phosphocalciques. Et également, tout ceci conduit à une modification de l'aptitude à la coagulation. Et donc, 3 points clés sur le temps de floculation, le temps de prise, sur l'effet sur les caractères rhéologiques. On a des gels qui sont moins fermes et également un comportement modifié de l'égouttage des cailloux.
Donc, pour corriger ces reports de lait et ces durées de report au froid, on va pratiquer des prématurations froides ou des maturations chaudes avec un objectif derrière, c'est d'améliorer l'aptitude des laits à la coagulation et à l'égouttage, et toujours essayer d'améliorer le gain matière. Donc, quel est l'objectif des prématurations? Ben, c'est rendre le lait plus apte à la fermentation et optimiser l'ensemencement. Donc, le principe, on va préparer le terrain par l'ajout de ferments pour les autres ferments qui viendront derrière au niveau de l'acidification. Quelle est la fonctionnalité? Ben, fonction au niveau physico-chimique, c'est rétablir les équilibres micellaires des laits refroidis et régler le pH, entre autres le pH en présurage. Il y a une fonction biologique, on produit l'acide lactique pour baisser le pH, on produit le facteur de croissance par le biais de la croissance microbienne et on augmente le potentiel enzymatique, et ça on retrouvera cet effet sur l'aspect affinage. Mais l'objectif, c'est d'améliorer le comportement à la coagulation et à l'égouttage des gels. Autre contrainte de la variabilité des laits, c'est la standardisation de la matière grasse pour les laits AOP. Donc, quelques règles de rappel, hein, c'est toujours régler la matière grasse en fonction du taux protéique de volet, en fait optimiser la matière grasse sur les secs du cahier. Deuxième point, ben, ça conduit à optimiser, à prédéterminer le volume de lait à mettre en cuve pour optimiser le comportement et le travail en cuve. Et dernier point, nécessite d'adapter le process, hein, à partir du moment où on standardise les laits en matière. Donc, autre solution, hein, standardiser les laits non AOP en matière grasse et ou en protéines. Et la conséquence de cette standardisation, c'est que vous allez augmenter le taux de MAP par litre de lait. Donc, il faut adapter le ratio MSU par kilo de fromage fabriqué. Ça entraîne une correction en matière grasse des laits. Vous gardez le même ratio Mg sur MP, donc optimiser les coefficients de récupération. Et ensuite, ça va modifier le ratio protéines sériques sur caséine, surtout si la standardisation des laits en protéines se fait par microfiltration tangentielle. Et dernier point, le fait d'augmenter la part caséine des laits conduit à augmenter la part minérale, entre autres le calcium colloïdal par rapport au calcium total, et ça peut modifier le comportement, les propriétés fonctionnelles, filage, étalement des fromages, surtout en technologie pas de pression. En tous les cas, on va adapter la technologie pour garder la même composition du moulage, que ce soit au niveau de l'humidité, de la minéralisation ou de la quantité de sucre résiduel. Autre point utilisé en entreprise, c'est le traitement thermique supérieur à 74 degrés, avec un objectif de récupérer les protéines sériques. Et dans ce cas-là, on pratique ces traitements haute température, on va modifier la qualité des gels au décaillage et il y aura un impact sur les rendements. Pourquoi? Le fait de chauffer modifie l'attitude de la coagulation des laits et modifie également la fermeté des gels. On a des sites qui sont masqués, et donc l'activité coagulante est moins performante, on va dire. Ensuite, on sait que chaque fois qu'on dénature 1 gramme de protéines sériques, naturées par litre de lait, on a tendance à fixer de l'eau sur ces mêmes protéines, et donc cette eau est beaucoup plus difficile à évacuer. Le fait de chauffer les laits à haute température, l'objectif premier, c'est d'augmenter les rendements, mais ça nécessite l'adaptation de la technologie et surtout des paramètres d'emprésurage pour garder un même comportement à la coagulation. Autre pratique, c'est l'homogénéisation de la crème en technologie fromagère, par exemple en pâte persillée. Donc ici, vous avez deux photos, une photo de lait avant homogénéisation et après homogénéisation. La conséquence d'un lait après homogénéisation, c'est qu'on a, au niveau des globules gras, une fixation de protéines, entre autres de micelles, de protéines sériques, de protéines. Et forcément, ces protéines ne sont plus au niveau de la structure du réseau protéique lors de la coagulation. Donc, ça modifie le comportement de la coagulation. Mais avant, ça modifie la couleur des laits et des fromages. Ça modifie la coagulation, surtout des temps de prise qui sont modifiés, des vitesses d'organisation modifiées, des fermetés modifiées. Donc, ça peut impacter les gains matière. Et également, l'homogénéisation va avoir un impact sur l'égouttage et sur l'affinage, entre autres par une augmentation du risque des lipolyses. Donc, on voulait vous parler ensuite de l'incidence du diamètre des tuyauteries des échangeurs,
quelques petites règles de conception de base sur le process. Par expérience, on s'autorise jusqu'à 2 mètres par seconde de vitesse du lait dans les tuyauteries pour ne pas détériorer la qualité du produit. Cette vitesse doit être adaptée en fonction du diamètre. Donc, pardon, ce diamètre doit être, excusez-moi, le débit va dépendre directement du diamètre. Et si on veut garder cette vitesse acceptable pour la tuyauterie, il va falloir augmenter son diamètre en fonction du débit que l'on veut faire passer dans la tuyauterie. Un petit tableau pour imager tout ça. Donc, si vous voulez, on est sur un diamètre de tuyauterie en SMS, 25, 38, 51. Et si on veut obtenir une vitesse à 2 mètres par seconde pour que le produit soit acceptable dans la tuyauterie, on va devoir adapter notre débit et le limiter. Donc, pour un débit pour un diamètre de 25, on va avoir un débit de 3000 litres/heure, pour un diamètre 38 de 7000 litres/heure et pour un diamètre 51 de 13000 litres/heure. Un petit exemple qui arrive souvent dans les fromageries, on s'aperçoit en fait que en fonction de la production qui augmente dans vos fromageries, vous arrivez finalement à augmenter votre vitesse de remplissage sans pour autant modifier les tuyauteries. L'incidence, c'est que dans l'exemple de la colonne numéro 4, on va passer sur un volume de 20 000 litres/heure sans changer de la diamètre de tuyauterie et en fait, on va avoir une vitesse de transfert qui atteint les 3 mètres par seconde. La conséquence est la suivante, on a une augmentation de la lipolyse du lait et une augmentation des pertes matières. Donc, bien adapter ces diamètres de tuyauterie en fonction de son débit. Il y a aussi une petite règle qu'il faut pas oublier, très important de remplir donc les tanks et les cuves de stockage de manière à ce que le lait soit le moins choqué mécaniquement au remplissage. Donc, favoriser le remplissage par le bas ou remplir les tanks par le haut s'il n'y a pas la possibilité de remplir par le bas, mais essayer de faire ruisseler le lait le long de la paroi et pas le faire tomber et augmenter les chocs thermiques qui engendreront des pertes en matière grasse sur le lait plus importantes par la suite. Ça limitera aussi l'effet de mousse qui a un impact négatif et qui aura un impact sur l'acidification des laits. Donc, ensuite, on voulait vous parler de l'incidence de la forme et de la conception de la cuve sur les gains matières. Chalon-Mégard a toujours fabriqué des cuves et a commencé par les cuves rondes. Donc, comme vous le savez, les gains matières vont être impactés par l'effet du décaillage sur le cahier. En cuve ronde, en fait, vous voyez qu'on a la conception de la cuve implique que nous ayons un outil périphérique et un outil satellite. Et on voit bien sur le petit dessin que vous avez en dessous qu'en fait, on a une zone non couverte par les outils de décaillage. En fait, on a une conception non optimale de la zone de découpe, ce qui engendre des tailles de grains hétérogènes et une augmentation des fines dans le lactosérum. Puis l'évolution des cuves nous a fait passer sur des cuves double eau, d'abord à anthrax standard, c'est-à-dire que en fait, le rayon de la cuve, l'anthrax était égal au rayon de la cuve, puis avec les années, nous ont permis de faire des analyses et nos cuves actuelles sont des cuves double eau à anthrax réduit. Donc, les conséquences aujourd'hui de notre cuve double eau par rapport à une cuve ronde, c'est une taille des grains plus homogène, puisque si vous voyez les schémas qui sont représentés ici, on a une couverture totale de la zone de décaillage. Et donc,
par une réduction de la vitesse de décaillage, aussi des réductions de pertes en matière grasse et fine dans le lactosérum. Donc là, c'est un petit tableau récapitulatif des pertes en matière grasse et fine dans les lactosérums en technologie pâte pressée cuite qu'on a pu relever. Donc en fait, on voit sur les cuves rondes que les pertes en matière grasse sur le sérum sont de l'ordre de 4,5 grammes par litre moyenné, et puis que sur des cuves doubleaux à anthrax réduit, on divise largement par deux les pertes. Donc les pertes en fine sont aussi réduites par deux. Alors, autre point à prendre en compte, c'est par rapport à la technologie, c'est l'automatisation des cycles de décaillage, or les AOP. Et donc, le fait d'avoir des cycles de décaillage qui ne sont pas forcément automatisés peut conduire à une hétérogénéité de la taille des grains de cahier. Donc, ça a une double conséquence. Un impact supposé sur l'apparition de fines et surtout des tailles de grains de cahier hétérogènes en cube qui peuvent conduire à une hétérogénéité d'humidité dans la pâte des fromages. Donc, il y a un petit schéma pour illustrer cette dispersion de la taille des grains. Donc, l'objectif, c'est d'avoir un écart type de taille de grain le plus petit possible. Donc, l'idéal, c'est choisir adapter le cycle de décaillage pour réduire l'écart type de dispersion, ce qui permet une meilleure homogénéité du goûtage des grains. Et pour ça, il faut essayer de privilégier ce qu'on appelle décaillage en courbe à S, qui est illustré dans le petit graphique que vous avez. L'objectif à la fin, c'est récupérer au mieux la matière grasse et surtout réduire au maximum les fines dans le lactosérum. Donc, on va parler aussi de l'incidence de la conception des outils pour le décaillage. Donc, il y a une analyse qui a été faite sur une étude sur des coopératives à compter par le CTFC. Il y a quelques années, mais ces données sont toujours d'actualité. On a fait une étude entre des outils à fil et des outils à lame. Si on regarde sur le graphique en bas à gauche, on peut s'apercevoir que on a beaucoup moins de pertes en matière grasse au sérum, au décaillage, avec des outils à lame que des outils à fil. Ce qu'on peut voir, c'est que sur le tableau du haut, au niveau du fromage, les conséquences sont qu'on a un pourcentage de matière grasse et un gras sur sec qui sont plus importants quand on décaille avec des lames qu'avec des fils. Si on revient maintenant sur le tableau du bas, on voit que par contre, il n'y a aucune incidence sur la matière protéique. Donc, faut bien mémoriser que les outils à fil nous servent quand même, sont plus efficaces sur les technologies pâte pressée cuite, les outils à lame, pardon, que les outils à fil. Et puis, on a un petit graphique à droite, en haut, pour aussi vous rappeler qu'il est très important de entretenir vos outils à lame, parce qu'il y a une étude du vieillissement des lames qui avait été faite, et puis on peut voir qu'en 5 ans, sur des outils qui ne sont pas entretenus, on peut avoir des pertes de l'ordre de 1 gramme par litre de matière grasse au sérum. Et on peut imaginer aussi qu'on a le même taux, le même type de perte sur les fines. Donc, on souhaitait aussi faire un petit résumé quand même du choix de la cuve en fonction des technos. Quels sont les paramètres à prendre en compte pour faire un bon choix de cuve? Donc, on a résumé un petit peu dans ce tableau-là les principales choses à regarder. Donc, il y a les vitesses de chauffe, il y a les volumes en cuve, bien entendu. Il y a la taille des grains au décaillage, il y a le pas des lames qui peuvent avoir une incidence et les hauteurs de lait. Si on va sur une pâte persillée, on sera plutôt sur des cuves demi-cylindriques. Si on est sur des pâtes pressées non cuites, on sera plutôt sur des cuves double haut avec un chauffage minimum, simplifié. Des pas de lame entre 30 et 35 mm. Si on passe maintenant sur de la pâte pressée cuite, il faudra une vitesse de chauffage plus importante. Donc, on sera toujours sur des cuves double haut.
Simplement, on changera peut-être le système de chauffage pour mettre un système de chauffage plus rapide. Le pas des lames sera réduit, puisque les tailles de grains sont aussi différentes. Et puis, pour les pâtes dures, type parmesan grana, là, il faudra qu'on passe, par contre, par des cuves rondes, puisque la vitesse de chauffage étant supérieure à 1,5 degré minute, nos cuves WO, de par leur conception, ne pourront pas le faire. Donc, on fera le choix de passer sur des cuves rondes, malgré l'efficacité un peu moins bonne du décaillage. Tout ça pourra bien entendu être étudié au cas par cas si vous avez des besoins. On est à votre disposition. En conclusion, il y a énormément de choses à prendre en compte pour faire des gains matières, pour faire des gains de l'arrivée du lait jusqu'à la sortie du fromage, des cuves. Néanmoins, il y a d'autres paramètres qui vont intervenir par la suite. On n'a pas parlé du choix du type de soutirage de sérum, donc du desséromage. On n'a pas parlé du temps de moulage qui arrivera aussi ensuite, qui a une incidence. Le choix du système de moulage est très important aussi. Et puis, Monsieur Gahuzer est là aussi aujourd'hui parce que il y a aussi l'importance des formations et de l'expérience des fromageries en lien avec les ENIL qui permet aussi d'optimiser les gains sur les ateliers. Donc, tous ces points pourront faire partie de prochains sujets de webinaire. Si vous avez des questions, on est à votre disposition pour y répondre. Ouais, bonjour Yves, bonjour Robin. Bonjour. C'est Christian Renvoinet. Ouais, bonjour. Salut. Dans cette démarche d'augmentation des rendements, vous n'avez pas parlé du salage. Est-ce qu'il y a quelque chose à ce niveau-là qui peut être fait aussi? Alors juste, bonjour Christian, on n'a pas évoqué effectivement la piste du salage. Là, on s'était plutôt consacré à la partie plutôt prépa des laits et puis essentiellement l'aspect cuve. Alors effectivement, l'amélioration des conditions de salage, des prises de sel qui se développent, effectivement, on peut espérer un gain matière. Voilà. Mais bon, ce n'était pas l'objectif de la journée en fait. Ok. Bon. Mais il y a des pistes à creuser sur ça aussi. D'accord. Il me semble. Ça pourrait être des sujets à prendre en compte aussi pour les prochains rendez-vous. Ouais, c'est comme a dit Yves, on s'est vraiment focalisé sur la préparation du lait et les cuves aujourd'hui. On a d'autres questions. Combien d'eau fixe-t-on avec 1 gramme de MAP et 1 gramme de MG en PPC? Ça, je vous laisse répondre, je crois. Alors, de façon simple, la matière grasse ne fixe jamais d'eau. Un gramme de matière grasse ne fixe pas d'eau. Ça va entre 0 et 0,2 grammes d'eau par gramme de matière grasse. Donc, on va dire rien. Par contre, la protéine, les protéines ou les casines fixent de l'eau. Et la teneur d'eau fixée au niveau protéique va être fonction du pH des protéines. Et donc, plus le pH est bas, moins la quantité d'eau fixée aux protéines est importante. Donc, c'est variable, mais il faut savoir qu'au départ, 1 gramme de protéines, de casine, fixe environ 2,7 grammes d'eau. Voilà, je ne sais pas si la réponse est suffisante, mais voilà à peu près. Voilà. On a une autre question. On parle bien de diamètre adapté pour éviter la lipolyse. Je pense que c'était lors du passage. Et on a une autre question qui se rapporte un petit peu. Bonjour. Vous avez parlé de la vitesse de déplacement des laits que par expérience vous limitez à 2 mètres secondes. Oui, pour les laits. Et donc c'est pour éviter. C'est pour éviter donc la lipolyse. Enfin, le principe, c'est que par expérience, Chalon pense que 2 mètres secondes donc, de vitesse
c'est un compromis pour éviter d'avoir un effet de lamination sur le lait lors du passage dans les tuyaux, qui conduit par effet de choc et de lamination à une dégradation de la membrane des globules gras, entre autres, et qui conduit à observer des laits qui sont une augmentation de la lipolyse dans les laits. Donc, ces laits lipolisés, cette matière grasse est perdue dans le lactosérum lors du décaillage. Donc, faire des transferts trop rapides, donc à des débits supérieurs à 2 mètres secondes, on observe une altération de la structure des globules gras et donc derrière des pertes matières. Donc l'idée, c'est de garder toujours un débit constant de 2 mètres secondes. Donc, et s'il y a une augmentation du débit, recherché, passer de 13 000 à 20 000 litres/heure par exemple, ben, ça devrait conduire à une modification du diamètre des tuyaux pour garder toujours ce fameux 2 mètres secondes. On a une autre question, comment entretenir les lames des couteaux de décaillage? Alors, les lames des outils de décaillage peuvent s'affûter, mais la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on les change. On conseille de les changer puisqu'en fait, le coût d'affûtage des lames est équivalent au changement des lames. Donc, voilà, le mieux, c'est de les changer. Okay. Comment se positionnent les cuves WO par rapport aux cuves OST et HCV? Sur quel je ne sais pas si ouais. la question a été posée. Ouais, c'est les cuves, c'est les cuves horizontales. Mais sur quel produit? Je ne sais pas, je n'ai pas marqué. Alors, sur la performance, récupération matière grasse, on dit le. Alors, j'ai pas d'études sur les cuves horizontales, donc type OST, puisque nous on travaille qu'en WO chez Chalon. Voilà. On a une demande, y a-t-il un meilleur rendement calorique pour le chauffage sur cuve WO par rapport à une cuve standard? Alors en fait, on a une performance qui est meilleure de chauffage sur les cuves rondes. C'est par nos conceptions, parce qu'en fait, une cuve WO, elle a un point de faiblesse qui est en fait la soudure à l'intérieur du haut, qui nous limite la pression d'entrée à 3 bars, alors que sur les cuves rondes, on va pouvoir monter jusqu'à 6 bars de pression dans les cuves. Pression vapeur, ouais. Si on est en vapeur. Et donc, on a d'autres questions. Est-ce que vous avez une étude sur l'impact du remplissage des cuves par le haut et remplissage par le bas? Des cuves ou des tanks? Alors, des cuves ou des tanks? C'est marqué des cuves. Non. Je pense que la personne. De toute façon, si des c'est cuves, que ça soit des cuves ou des tanks, le sujet elle-même, de toute façon, hein, c'est pour limiter la mousse. Mais j'ai pas d'analyse chiffrée là-dessus. C'est plutôt, de toute façon, on le voit déjà visuellement. Ouais, je sais pas comment on peut le mesurer. À ma connaissance, il n'y a pas d'études spécifiques qui ont été réalisées sur la méthode de remplissage des tanks ou des cuves par le haut ou par le bas. Ce qui est certain, c'est qu'on observe en fonction du remplissage. Si le remplissage, entre guillemets, des cuves se fait par le haut, non pas sur la paroi, mais de façon, on va dire, un peu violente, on observe des laits qui moussent rapidement. Donc, on sait que l'effet mousse modifie le potentiel d'oxyde de réduction des laits et donc parfois les dynamiques d'acidification en conséquence. Et derrière, souvent, on peut observer une augmentation de l'indice de lipolyse des laits sous l'effet du choc, hein, les effets mécaniques, parce qu'on dégrade de façon irréversible la membrane des globules. Donc, effectivement, à ma connaissance, je n'ai jamais vu d'études spécifiques sur ce sujet-là. Il y a Yves Leloc qui veut poser une question, mais il n'y arrive pas. Ah, d'accord. Alors, attendez, je finis la question, après je vois alors, bonjour, y a-t-il une vitesse à ne pas dépasser au niveau du soutirage afin d'optimiser les pertes? Merci. Soutirage du cube? Alors,
Ouais, ça doit C'est être pas le soutirage marqué, des cuves. mais je suppose. Donc, si ça, en fait, moi, la règle de base que je donne par rapport au soutirage de cuve, en pâte pressée non cuite ou pâte pressée cuite, il faut que la durée du soutirage ne dépasse pas 10 à 15 minutes maxi, pour éviter que le grain de caillé, entre le début du soutirage et la fin du soutirage, évolue de façon trop importante entre début et fin, créer de l'hétérogénéité dans le moule. Donc, en général, hein, on soutire des cuves entre 10 et 15 minutes, puisque on s'en recherche. Donc voilà, fortement, ça ne va pas forcément jouer sur les pertes matières, la durée de soutirage, mais ça peut créer de l'hétérogénéité des grains. Et donc, derrière, on peut avoir une hétérogénéité au niveau du moule. Puis parfois, le fait d'avoir des temps longs de soutirage, on peut avoir des amas de caillés qui se créent, qui se forment dans la cuve. Et ces amas de caillés, on va les récupérer dans le moule, hein, donc dans le caillé. Et donc, on peut avoir des hétérogénéités de pâte qui en découlent. La dame demande même en GSV. Ah, en GSV, c'est différent. Ben, en GSV, ben, l'impact est. Enfin, moi, j'allais rajouter qu'effectivement, il y a aussi la méthode de transfert du cahier, puisque en GSV, on n'a pas de pompes qui sont entre la cuve et le système de moulage. Donc, effectivement, ben là, on n'aura pas de création de fines de par ben, la pompe à cahier, par exemple, puisque quand on est en GSV, c'est directement l'aspiration du cahier dans les tuyauteries. Mais effectivement, les vitesses dans les tuyauteries vont aussi impacter au moment du soutirage des cuves. Voilà, on a encore une question. Alors après, il y a des questions qui sont un peu précises, peut-être qu'on répondra au cas par cas aux personnes, mais quel est le temps recommandé pour mouler toute une cuve de 10 000 litres en pâte pressée non cuite? Je pense que c'est peut-être pour aussi. Ça dépend des installations. Et puis, Mais normalement, aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, pour pas qu'il y ait trop de dérives de la qualité du cahier dans la cuve, on ne dépasse pas 15 à 20 minutes un temps de soutirage. Donc, pour une mouleuse, idéalement, c'est en dessous de 20 minutes. Pour un système de moulage par pompe, donc c'est en dessous des 20 minutes. Et puis, en GSV, comme ça va beaucoup plus vite et qu'il n'y a pas de pompe entre les deux, c'est entre 5 et 8 minutes. Donc, on a vu donc, quelle est la fréquence d'affûtage des lames? Alors, bon, tout dépend de l'utilisation des cuves, mais on conseille le changement des lames tous les ans. Avez-vous des données sur la régularité de la taille des grains en fonction de la technologie de décaillage utilisée? Lame, fil et cinétique, courbe en S versus autre courbe. Alors, la taille des grains, en fait, il n'y a pas de. Sur le tableau de la fin, il y a des tailles moyennes observées en fonction des technologies. C'est plutôt l'inverse, on va dire, on adapte la taille des grains en fonction du type de fromage qu'on veut faire. Et donc, là, ce qui est important, c'est d'avoir des tailles des grains les plus homogènes possibles, donc réduire l'écart type de décaillage. C'est ça qui est important. La taille des grains, c'est un paramètre de gestion de l'égouttage en cuve. Donc, s'il n'y a pas de règle, si vous voulez faire des gros grains, c'est votre droit. Inversement, si vous voulez faire des tout petits grains, c'est également votre choix. La conséquence, ça influera la qualité de l'égouttage en cuve. Et il faut savoir, il faut savoir également que plus vous ferez des tailles de grains, vous chercherez des tailles de grains petites, ben forcément, ça augmente les pertes matières, ben par conséquent, c'est par la qualité du décaillage et la taille des grains que vous allez jouer sur la perte matière. La perte matière dans le lactosérum se fait essentiellement par le moment de décaillage, l'importance de choisir le moment où on va trancher, premier élément, pour avoir la fermeté idéale. Et deuxième élément qui va jouer sur la perte, c'est la manière de décailler. Et troisième élément, la taille des grains que vous recherchez. Donc, il n'y a pas de règle précise. Il y a des tas de paramètres qui sont parfaitement optimisés.
Voilà, donc j'ai plus de questions. Il y a des personnes qui sont assises. Alors, on dit qu'on peut faire humide en décaillant très fin en pâte pressée cuite. Qu'en pensez-vous? Alors, ça arrive. On peut, alors, quand on a des tailles de grains, il y a des études qui ont montré, alors, assez anciennes, mais qui ont montré que si on faisait des tailles, des tout petits grains, des grains très fins, on va avoir des fromages plus humides. Alors, ce n'est pas le fait qu'on égoutte moins en cuve, c'est que le fait que ces grains tout petits, qu'on va retrouver dans les fromages, ces grains par les systèmes de moulage, par gravité pour système GSV, vont plutôt se retrouver en périphérie, à la surface des moules ou en périphérie. Et ce sont des grains qui vont beaucoup plus rapidement sécher en moule et donc, entre guillemets, ralentir l'écoulement du lactosérum dans les moules, dans les gros formats, type, par exemple, pâte pressée cuite. Et donc, ça va limiter le transfert du lactosérum de l'intérieur du moule vers l'extérieur. En fait, ces grains, ils font une sorte de pellicule, entre guillemets, une sorte de pellicule ou de croûte. Hein, c'est pas le bon terme, mais l'essai sec de croûtage de périphérie va se faire plus rapidement et va ralentir le flux de sérum du cœur du fromage vers l'extérieur. Et en conséquence, on se retrouve avec des fromages légèrement plus humides. Voilà. Mais également, ça entraîne souvent les problèmes de tout petits grains, une hétérogénéité entre le haut et le bas des meules de fromage. Et la personne demande également si on décaille en gros en pâte pressée cuite. En gros, c'est en gros. Décaille gros, Ouais. décaille gros, pardon. Est-ce que l'on perd l'eau plutôt au moulage ou plutôt au pré-affinage? Là, ça devient très technique. Alors, ça dépend comment vous acidifiez. Donc, on ne peut pas raisonner l'égouttage en pâte pressée non cuite. Si vous faites des gros grains, vous allez garder effectivement plus de lactosérum au moment du moulage. Et ensuite, comment va sortir ce lactosérum de grain? Est-ce que vous allez le sortir rapidement ou pas? Donc, ça va être fonction du moment de pressage et surtout, comment vous allez démarrer votre acidification. Et entre autres, est-ce que vous utilisez des streptocoques thermophiles ou pas, ou uniquement mésophiles? Donc, la dynamique d'acidification va modifier la perméabilité des grains et donc modifier le temps de contact caillé-sérum. Et c'est en modifiant ce temps de contact caillé-sérum que vous allez modifier les caractéristiques de votre produit final et surtout de sa minéralisation. Donc, répondre, ça dépend de votre objectif. Mais la règle de base, faites attention, si vous cherchez à faire pour une même technologie un produit un peu plus humide, l'eau que vous gardez en plus dans votre cahier, il faut regarder comment elle peut évoluer. Et surtout, ce qu'il faut regarder, c'est comment vous allez bloquer cette eau. Parce que par définition, l'eau, si elle n'est pas liée, si elle est libre dans votre fromage, elle aura tendance à vouloir, entre guillemets, s'échapper du fromage et le rendement ne sera pas forcément meilleur que dans votre technologie standard. Alors, c'est un peu compliqué ce que j'ai dit, mais bon, on va toujours poser. S'il y a des questions particulières, il y a mes coordonnées sur la présentation. Vous m'envoyez vos questions et j'essaierai d'y répondre à mon retour. Il y a des questions aussi. Avez-vous travaillé avec des systèmes d'appréciation de la coagulation pour automatiser le déclenchement du décaillage et vitesse, Coagucen par exemple? Alors effectivement, il existe des appareils il existe un appareil de mesure pour mesurer l'aptitude du lait à la coagulation et optimiser le moment du décaillage. Effectivement, pour l'instant, ces outils Coagusense ou autres ne sont pas installés sur les cubes. Ils sont en parallèle des cubes et l'intérêt de ces outils, ça permet de mieux optimiser le moment du décaillage. Donc, c'est un travail de fond d'enregistrement de données et après d'essayer de trouver le bon moment. Et on sait qu'en adaptant vraiment le moment de décaillage en fonction de l'évolution du gel, de sa fermeté, on observe une meilleure récupération de la matière. Mais il n'y a pas pour l'instant, à ma connaissance, d'outils qu'on puisse directement mettre en ligne ou dans les cubes
pour optimiser ça. Voilà. Mais ces appareils-là, on va dire, qui sont juste à côté des cuves, permettent au fromager, une fois qu'on a défini le moment, de mieux optimiser le déclenchement du décaillage et, par conséquence, de réduire les pertes matière dans les lactosérols. Autre question, y a-t-il des données sur les différents espacements des lames de tranche cahier comme l'HFD, le rendement, et sur l'indice de l'usure des lames? L'usure des lames, on va dire un graphique. Ça, je pourrais me renseigner. Notre technologue chez Chalon-Mégare a pas mal de données là-dessus. On vous recontactera à ce sujet-là. Peut-être qu'on peut vous donner plus de précision. Ouais. Alors, les autres paramètres c'était y a-t-il des données sur différents espacements des lames de tranche cahier comme l'HFD et le rendement? Alors, à ma connaissance, non, mais l'espacement des lames, en fait, va être, ce qu'expliquait Robin, va être adapté en fonction des cuves, etc. Effectivement, il existe des systèmes de décaillage en cuve, alors on n'est pas le nom des cuves, où l'intervalle des lames n'est pas égal. Hein, on a des écarts de lames qui se réduisent en allant du centre vers la périphérie des cuves. Ce qu'on sait là-dessus, par rapport à mon expérience, c'est qu'on a une légère augmentation des pertes matière sur ce type de décaillage. Pourquoi? Parce qu'on a le nombre de passages est différent au moment du tranchage. Mais ça s'est peut-être fait dans les usines, mais j'ai pas de chiffres précis à vous donner. Et voilà. Mais forcément, l'HFD, c'est plus un problème de régularité de la taille des grains qui permettent de mieux maîtriser l'HFD des fromages ou des moulages. Il y a des personnes qui demandent de détailler la diapositive sur le décaillage en F. Alors, vous voulez la remettre à l'écran, c'est possible? Donc là, bon, alors j'ai pas la main, mais si vous voyez le petit graphique avec les vitesses et temps, donc, ce qui est en bleu, c'est en fait les paliers. Hein, quand on décaille, on fait des cycles automatisés. On va jouer sur une vitesse, par exemple des tours minutes, en fonction d'un temps, par exemple 60 secondes. Et l'idée, c'est pour établir une courbe en S, donc c'est la courbe en rouge, c'est d'avoir, si vous voulez, on démarre lentement, à une fermeté donnée ou à un optimum d'organisation de gel, et on va décailler lentement au début, puis progressivement accélérer, c'est la partie de la courbe qui augmente rapidement, et ensuite on ralentit, on garde une vitesse haute, rapide, sur un temps long. Si vous voulez, la première partie permet de trancher le gel de façon lente pour éviter de trop déchirer le cahier. Donc, c'est là que la perte matière grasse est la plus importante. D'augmenter rapidement permet de régulariser, enfin, de faire des tailles de grains la plus régulière possible. Et c'est là qu'il faut aller assez vite, hein, augmenter rapidement, parce que si vous gardez une courbe un peu trop lente, le grain il va évoluer plus vite que vous décaillez. Vous coupez la taille, le résultat, votre grain va changer d'état, va commencer à s'égoutter et vous aurez plus de mal entre guillemets, à le finir et à régulariser sa taille qui est sur la partie, le plateau terminal. Si vous décaillez trop lentement, pour éviter d'avoir trop de pertes, entre guillemets, vous risquez de faire des grains qui évoluent plus rapidement et vous risquez entre guillemets, de coiffer vos grains et vous aurez en fait plus de mal à égoutter. Et également, si vous êtes sur des systèmes de moulage tubulaire, vous aurez des grains qui auront une moins bonne cohésion et donc vous allez avoir créé des pâtes beaucoup plus fragiles au niveau des fromages. J'espère que j'ai répondu à la question. On a une question sur l'espace entre la taille de l'espace entre les lames. Les pâtisseries cuites, cuve ronde et cuve double haut. Quelle est la taille de l'espacement?
Alors, bah, si on revient à la diapositive, Bien sûr. ouais, c'était un tableau. Le tableau. C'était le tableau de la fin. Ouais. Non, Encore. tableau Le de dernier. type de cuve. Ouais. Donc là, en fait, on adapte le padé à lame par rapport au produit qu'on va faire. Donc, effectivement, sur la pâte pressée cuite, nous, on sera plutôt sur des pas de lame entre 20 et 25 mm. Alors que ce soit du coup des cuves rondes ou double haut. Là, pour le coup, nous, dans le choix de la cuve, pour des pâtes pressées cuites jusqu'à 24 ml, on préconise la cuve double haut pour des questions de rendement. Mais la cuve ronde peut le faire aussi. On a pas mal de remerciements. Ouais, je pense que c'est tout. Eh ben, merci à tous. Merci à tous et puis bonjour à tous les Canadiens que je connais qui étaient connectés. Et puis bonjour à Yves Lelec. Ouais. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir.